un petit exercice de prospective maintenant. Avec Alban Gaspard, vous êtes chargé de mission prospective justement au service bâtiment de l'ADEME. Et Catherine Sabat, déléguée générale d'Idéal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. Merci d'être avec nous. On va laisser quelques secondes à tout le monde pour s'installer. Alors, Alban Gaspard, quand on pense prospective pour le logement, quand on réfléchit à ce qui nous attend donc, sur le sujet du bâtiment dans les 30 prochaines années, on pense à la transition écologique et notamment à la nécessité de construire de moins en moins carboné. L'ADEME a travaillé des scénarios de transition à l'horizon de 2050 et en particulier sur la question du bâtiment. Peut-être, Madame Sabat, si vous souhaitez réagir pendant la présentation de Madame Gaspard, quand elle évoque les thématiques qui vous concernent, n'hésitez pas. Je précise que vous travaillez sur la question de la qualité des logements au sein de votre institut et notamment une étude qui est sortie récemment intitulée « Nos logements, des lieux à ménager », qui montre que la production neuve souffre de certains défauts en matière de qualité d'habiter. Merci. Bonjour à tous. Alors je vais me lever parce que je vais vous commenter les diapos. Ce sera plus facile si je vous les fais en direct. Alors effectivement, on a travaillé à réfléchir à comment on pouvait projeter le bâtiment et l'immobilier en France à 2050. Parce que le futur n'est pas écrit, vous allez le voir, il pourrait être très divers. Et ce que la prospective nous aide, c'est à anticiper ces évolutions. Ce n'est pas une boule de cristal, on ne connaît pas le futur, mais par contre, on a des méthodologies qui nous permettent d'anticiper les évolutions. Et donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec le CSTB et qui s'appelle « Imaginons ensemble les bâtiments de demain », qui est un travail qui est disponible sur le site internet batimentdemain.fr et qui est disponible en open source. Tout ce que je vais vous présenter ici aujourd'hui est disponible, vous pouvez aller le chercher et surtout vous en saisir. On a constitué un comité de prospective dont Catherine faisait partie pour réfléchir à quels sont les grands facteurs qui auront un impact sur l'avenir du bâtiment et de l'immobilier à 2050 en France. Et on est arrivé à cette cartographie-là avec 22 grands facteurs. 22 grands facteurs qui, si on les prend tous ensemble, peuvent permettre de comprendre et d'anticiper et de voir là où les évolutions qui vont arriver vont nous impacter. Alors, ces 22 facteurs, il y a d'abord des facteurs de contexte. Le contexte, c'est les choses sur lesquelles nous, en tant qu'acteurs du bâtiment, on n'a pas la main, mais qui viennent nous impacter. La démographie, la répartition à l'échelle nationale, etc. Il y a aussi des facteurs de demande, qui sont la demande qui est adressée au bâtiment. Et je ne reviens pas plus dessus puisque Catherine va vous en parler. Des facteurs d'offres qui sont tous les facteurs qui ont trait à la façon dont la filière va s'organiser. Est-ce qu'il y aura la main-d'œuvre disponible? Est-ce que les services immobiliers vont se développer et quel type de services vont se développer? Et puis des facteurs de politique publique qui font le lien quelque part entre offre et demande avec une question centrale, c'est est-ce qu'ils sont en capacité d'influer sur cette rencontre entre offre et demande? Donc voilà ce radar qu'on met à disposition de la filière et qui permet à chacun des acteurs d'aller regarder la liste et puis de se faire surprendre par certains des facteurs. Parce qu'il y en a sans doute que vous avez déjà en tête parce qu'ils vous ont impacté par le passé. Et il y en a peut-être d'autres, le rapport à la propriété, etc., l'occupation du tertiaire, que vous n'avez pas en tête et qui pourraient impacter votre activité. Et du coup, je laisse la parole à Catherine pour vous détailler certains des facteurs et des enjeux autour des facteurs de demande. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Merci de cette invitation. Donc, Idéal est un think tank qui a 2 ans et demi maintenant, qui s'occupe exclusivement de logement et d'habitat. Et on a eu le plaisir justement de participer à ce groupe de travail avec le CSTB et l'ADEME. Moi, je vais reprendre très très rapidement parce qu'on pourrait y passer des heures et des jours. 3 des thèmes qui sont évoqués dans les facteurs clés, qui sont la qualité des logements, l'occupation des logements et les nouveaux rapports à la propriété. Vous allez voir que tout ça est tout à fait cohérent parce que les uns ont des conséquences sur les autres.
Alors, la qualité des logements, on en a beaucoup parlé cette année, notamment avec des rapports divers, rapport Lema, Girometti-Leclerc, rapport Qualitel et rapport Idéal, merci de l'avoir cité, qui font des constats, qui utilisent des méthodes différentes, qui aboutissent à peu près au même résultat. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut les lire et les relire, ces rapports, parce que ce n'est pas parce qu'on en a parlé et ce n'est pas parce qu'ils ont été publiés que les choses ont changé. Alors, elles commencent à changer. Par exemple, le Pinel+, c'est bien une mise en application de certaines des recommandations du rapport Girometti-Leclerc, mais il y a plein d'autres choses. Et dans ces rapports, il y a donc des constats, des explications et des pistes à suivre. Alors, s'intéresser à la qualité des logements, et bien la qualité spatiale des logements, on ne parle pas ici de la qualité de la construction, ce n'est pas le sujet, enfin ce n'était pas notre sujet en tout cas, c'est s'intéresser à ce que veulent les gens. Et en fait, ça paraît assez évident de dire quand on construit des logements, c'est pour y loger des gens, donc on va prendre en compte leurs attentes, sauf qu'il est constaté et maintenant à peu près compris qu'on a un peu oublié collectivement de s'intéresser à cette question-là et qu'on n'a peut-être pas vu se déplacer les manières d'habiter, pas vu se modifier ces manières d'habiter et ce qu'elles avaient comme conséquence sur la façon de fabriquer des logements. Alors, évidemment, il y a les surfaces, évidemment, il y a la hauteur sous plafond et tout ça qui ne sont pas des détails du tout, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Et la manière aussi dont la pandémie et la crise écologique viennent impacter ces sujets-là et viennent modifier considérablement nos manières d'habiter. Ce qui m'amène directement à l'occupation des logements. Donc effectivement, la pandémie a tout changé parce qu'elle a remis le logement au centre de nos vies, dans le discours en fait, parce que le logement, il est au centre de nos vies, on y passe nos vies, quoi, mais on avait peut-être aussi un peu oublié ça. Et le fait d'y être renvoyé 24 heures sur 24, non, 23 heures sur 24, pardon, pendant 55 jours, ça nous a remis un peu aussi les idées en place. Et ça nous a forcé à intégrer dans le logement des fonctions qu'on avait l'habitude de faire ailleurs. Donc évidemment, se distraire. Vous voyez aujourd'hui la fréquentation des salles de cinéma qui diminue parce que tout le monde a les plateformes, un home cinéma à la maison, etc. On a pris l'habitude de faire du sport chez soi. Donc on a un home trainer, un rameur, etc. Et ça paraît plus complètement débile de ne pas aller dans une salle et de ne pas payer une salle, mais de le faire chez soi. Sans jugement de valeur sur la sociabilité, etc. Mais c'est un fait, en tout cas. Toute l'économie de la livraison qui fait qu'on fait rentrer des choses chez soi, qu'on sort peut-être moins. Et il faut penser à comment on stocke ces choses qui rentrent, donc ces fonctions, ces denrées, ces équipements, etc. Et puis, évidemment, la grande claque qu'on s'est tous prise et qui semble durer, c'est le télétravail. Donc le travail à distance, ça implique forcément une autre organisation de la vie à la maison et de l'espace à la maison. Et donc si on travaille, où est-ce qu'on se met pour travailler? On avait fait un sondage qui s'appelait Aux confins du logement pendant le premier confinement. La moitié des gens qui avaient répondu et qui étaient pourtant des CSP+, avec des grands logements, disaient qu'ils n'avaient pas un bureau dédié, pas une pièce, évidemment pas une pièce, mais même pas forcément un meuble dédié. Donc où est-ce qu'on le met? Quels sont les mètres carrés qu'on utilise pour ça? Comment on s'isole? Comment on se met à la lumière? Est-ce qu'on en a, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont remontées. Et finalement, est-ce que les entreprises s'en soucient? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tas de branches, des tas d'accords de télétravail qui ont été signés avec des durées de télétravail qui vont de manière presque banale jusqu'à 3 jours. Mais est-ce que les entreprises se soucient de la manière dont sont logés leurs salariés? Alors, elle leur procure éventuellement une chaise, une meilleure connexion, une imprimante, etc. Mais des mètres carrés, il n'en est pas question. Alors, est-ce que c'est le job des entreprises de se soucier de la manière dont leurs salariés sont logés? Quand ils travaillent pour elles, oui, peut-être. Donc, quand on dit que le premier poste de dépense d'une entreprise, c'est l'immobilier, après les salaires, enfin le deuxième du coup, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir un petit vase communicant entre ces salaires et ces postes immobiliers, c'est-à-dire on diminue les mètres carrés d'un côté, puis on les augmente de l'autre, puis voilà, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Action Logement, par exemple, est une entreprise qui sert à loger les salariés, à s'occuper du bien logement des salariés. Il y a peut-être des liens à faire là. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, sauf qu'il faut imaginer, concevoir différemment des logements.
Quand on dit qu'il faut des logements plus grands, on va tomber tout de suite sur l'équation insoluble de « ah bah oui, mais ça va être plus cher, donc comment on fait ?» Il faut interpeller les architectes, il faut interpeller les promoteurs et peut-être imaginer une répartition aussi différente des bénéfices. Après tout, les promoteurs, les bailleurs sociaux sont des acteurs de la société, ont une responsabilité sociale dans ce qu'ils construisent et pour qui ils le construisent. Il y a peut-être d'autres modèles économiques à imaginer. Alors, ça nous mène directement à la troisième question qui est celle du rapport à la propriété. Donc, en France, on a un rapport extrêmement fort à la propriété. On a réussi sa vie quand on est propriétaire. Enfin, je le dis vite, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Et notre politique du logement, elle est organisée surtout autour du logement social et de l'accès à la propriété. Puis il y a une sorte de ventre mou au milieu qui est les locataires, le parc locatif qui est financé par de la défiscalisation pour beaucoup, puisque les investisseurs institutionnels se sont beaucoup retirés du marché il y a maintenant 20 ans. On entend qu'ils reviennent, mais ce n'est pas encore tout à fait flagrant. Et donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie entre locataires et propriétaires? On pourrait appeler les locapros, ou je ne sais pas, il faudrait trouver un terme, qui serait une manière d'accéder plus facilement à un logement dans lequel on a quand même des droits de propriété. Il ne s'agit pas d'évaluer cette propriété, mais de la rendre plus accessible. Alors, qu'est-ce qu'ils permettent ces systèmes? Donc, ces systèmes de BRS, bail réel solidaire, c'est des systèmes de démembrement. Enfin, on démembre le sol des murs, les parties communes des parties privées, où on fait de l'accession progressive. Enfin, il commence à y avoir un certain nombre de systèmes qui se mettent en place. D'abord, ils permettent d'accéder moins cher. Ensuite, ils permettent justement à ces fameux locapros, je viens de l'inventer, mais de se faire une épargne en payant l'équivalent d'un loyer et ensuite d'accéder, mais dans ce cas-là, on revient dans le système d'accession à la propriété, donc on n'aura pas résolu grand-chose. Et puis, notamment dans le système du BRS, de limiter la spéculation et en limitant les prix de revente et donc de réguler le marché et d'espérer qu'à un moment, ça va percoler sur le reste du marché. Alors les limites sont très fortes, c'est-à-dire que d'abord c'est une micro-production. Le BRS c'est 200 logements à l'échelle de la France aujourd'hui, je crois, 2500 en Île-de-France à l'échelle de 2-3 ans, alors que la production normale c'est 70 000 logements et à l'échelle de la France c'est à peu près 25 000, donc c'est vraiment une goutte d'eau, mais elle a le mérite d'exister. Et puis autre limite, c'est que ça ne fait pas baisser les prix. C'est-à-dire que ça rajoute un intermédiaire, un porteur, qui fait donc du portage foncier ou du portage de la partie qui est démembrée. Et du coup, cet intermédiaire, soit il est public et d'intérêt général, et dans ce cas-là, ça coûte d'une manière ou d'une autre à la collectivité, soit il est privé et il en entend une rentabilité, et on re-rentre dans un système spéculatif. Donc voilà, le système a des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors, voilà pourquoi le logement de demain, il est totalement à réinventer, c'est-à-dire qu'il faudrait repenser en utilisant d'autres modèles, en répondant et en réagissant à d'autres scénarios qu'on a essayé d'évoquer ici. Et puis peut-être en s'inspirant aussi de solutions locales. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plein de collectivités qui inventent des choses à toute petite échelle. Alors Rennes, vous connaissez bien sûr ce laboratoire formidable dans lequel il y a des choses qui ont été inventées puis qui ensuite ont été portées au niveau national et puis intégrées dans des lois. Donc c'est possible de le faire. Mais voilà, moi il me semble que l'avenir du logement passe par une réinvention profonde du modèle de son financement. Merci. Alban Gaspard, si vous souhaitez ajouter... Oui, alors du coup, Catherine évoquait l'idée de faire des scénarios. Donc la prospective, c'est s'équiper en radar prospectif pour savoir quels vont être les sujets qui vont nous impacter, et c'est aussi faire des scénarios pour se projeter. Et l'idée de la prospective, alors la diapo est très très dense, je me rends compte, mais on va la regarder ensemble, ne vous inquiétez pas. L'idée de la prospective, c'est d'essayer de faire des scénarios très contrastés, mais tous aussi probables les uns que les autres, pour justement se dire, ah bah, le futur n'est pas écrit, le futur peut être très divers. Est-ce que mon activité, elle fonctionne dans ces futurs très divers ? Alors, on a fait 4 scénarios avec le comité de prospective qui peuvent s'appréhender avec 3 grandes questions. La première question, c'est quelles vont être les ressources disponibles pour les acteurs. Alors, par ressources, on entend main-d'œuvre, financement, foncier, matériaux, etc. Tout ce qui permet d'agir. Et est-ce que les acteurs seront en capacité de surmonter les éventuelles pénuries ? Alors, dans un monde
où les ressources sont disponibles, la question devient, ok, les ressources sont disponibles, les acteurs sont-ils en capacité d'agir? Vont-ils évoluer? Premier scénario, un scénario où les acteurs évoluent peu, c'est un scénario qu'on a appelé difficile de tout faire. Difficile de tout faire parce qu'on sait qu'on est à l'aube de 3 grandes révolutions, le numérique, la démographie avec le vieillissement de la population et sans doute aussi un tassement de la population française, une baisse de la croissance démographique, et puis la transition écologique. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps pour les acteurs du logement. Et donc dans un premier scénario, on s'est dit, c'est un scénario où c'est difficile de tout faire, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses, mais au final, on n'arrive pas à répondre à ces 3 défis en même temps. On a d'autres scénarios, des scénarios au contraire, les acteurs évoluent fortement et arrivent à répondre à ces 3 défis en même temps. Et donc là, la question c'est quelle forme prendra l'évolution? Alors, deux formes d'évolution très différentes. Une première évolution qu'on a appelée bâtiment comme service. Bâtiment comme service, c'est quoi? C'est un scénario très métropolitain où finalement la surface devient le facteur limitant. Et puis, du coup, le prix du logement devient aussi un facteur limitant. Et on a, un peu comme le décrivait Catherine précédemment, on a dans un scénario de ce type-là une bascule de la propriété vers les propriétaires occupants, vers des investisseurs institutionnels. Et donc, ça peut être un scénario où on aurait, dans les grandes villes, une bascule de la propriété. Et donc, quelque part, une arrivée finalement des acteurs de l'aval de la filière, les exploitants, des propriétaires institutionnels, etc., qui viendraient driver l'ensemble de la filière en lui imposant des démarches qualité, etc. Et ce serait un scénario qui serait aussi assez congruent avec une industrialisation de la construction, c'est-à-dire en amont également des acteurs qui viendraient développer des procédés industriels. Quand on construit en ville, on a peu de place, etc. Il y a une congruence dans ces évolutions. Donc ça fait un deuxième scénario qui est bâtiment comme service. Troisième scénario, autre forme d'évolution complètement différente, ce qu'on a appelé rééquilibrage. Alors le rééquilibrage, c'est d'abord un rééquilibrage territorial. On arrête les 40 ans de métropolisation et on arrive plutôt à une nouvelle organisation du territoire. Une nouvelle organisation du territoire et un bâtiment, une filière du bâtiment du logement qui a plein d'atouts pour gérer cette nouvelle répartition, puisqu'on a des emplois locaux. Et donc une montée en puissance de l'artisanat, des métiers du bâtiment, qui permet là aussi une évolution forte du métier vers la rénovation. On réinvestit des lieux qui, à l'heure actuelle, sont des zones détendues, et donc du coup, on réinvestit des logements vacants, on va revivre dans des résidences secondaires, etc. Quatrième scénario, c'est le scénario pénurie. C'est un scénario où on a répondu non à la question « les ressources sont-elles disponibles ?» Et donc c'est un scénario où on est confronté à une pénurie de main-d'œuvre, à une pénurie de matériaux, à une pénurie de financement, à une pénurie de capacité d'action collective qui fait que le secteur du bâtiment, son activité baisse et au fur et à mesure, on a une obsolescence du bâti qui se développe. C'est un scénario où on ne gère pas les effets du changement climatique. On sait qu'on a environ la moitié des maisons en France qui sont dans des zones à risque fort de retrait-gonflement des argiles. Donc c'est un scénario où on ne gère pas ces effets-là. C'est un scénario où on voit arriver une précarité énergétique d'été parce qu'on a les canicules qui arrivent, etc. Voilà, ça c'est un scénario qu'on pourrait appeler repoussoir, mais après chacun... Voilà. Dernier aspect, très rapidement, la question, là vous voyez, on vous a décrit des scénarios très qualitatifs, se pose quand même la question de quelle compatibilité de ces scénarios avec la neutralité carbone. Si ces aspects vous intéressent, je vous invite à aller voir les travaux qui ont été faits par l'ADEME sur les scénarios de transition 2050, qui sont des scénarios où on a essayé de regarder ce que ça voulait dire en termes d'atteinte de la neutralité carbone pour l'ensemble de la société française, et notamment pour le bâtiment. Et du coup, on a essayé de rapprocher les scénarios. Bon, si vous ne connaissez pas les scénarios de transition 2050, c'est pas grave, je vais juste vous expliquer rapidement la grande logique. Un scénario difficile de tout faire, c'est un scénario où les acteurs évoluent peu. Alors, est-ce qu'on arrive à la neutralité carbone? Alors, si les autres acteurs de la société, les autres secteurs, l'industrie, etc., évoluent peu également, non. On n'arrive pas à la neutralité carbone. Si
on n'arrive pas à décarboner le bâtiment, mais qu'il y a d'autres acteurs, le captage et stockage de CO2, la captation du CO2 dans l'air, etc., le développement des énergies renouvelables, qui prennent le relais, alors on peut y arriver. Mais peut-être que le bâtiment n'aura pas fait entièrement son job. Dans bâtiment comme service, rééquilibrage, là par contre, c'est des scénarios qui sont plus compatibles avec l'atteinte de la neutralité carbone, mais du coup, il faut voir les ordres de grandeur que ça implique. En termes de rénovation, c'est une rénovation quasi complète à un niveau BBC des logements à 2050. On a à l'heure actuelle moins de 1% du parc existant qui est en BBC rénovation. Ça donne une idée de la marche à gravir. En termes de place de la construction neuve, c'est des scénarios avec de la construction neuve un peu différente. Vous voyez, un scénario métropolitain, ça peut être un scénario où on fait de la déconstruction-reconstruction, on détruit les zones peu denses, on reconstruit du dense. Donc ça peut être une activité importante dans un scénario métropolitain, la construction neuve, avec les impacts environnementaux associés. Donc ça veut dire qu'il faut gérer l'artificialisation, il faut gérer les impacts carbone de la chaîne du bâtiment. Et puis ça peut être aussi un scénario où en termes de volume de construction neuve, on est sur des volumes moins importants parce que finalement on va arriver à mieux utiliser le parc existant. Si on va vivre dans des endroits où on a des marchés du logement détendus à l'heure actuelle, avec un fort taux de vacances, ça peut être des endroits où, au lieu de construire, on répond à la demande de logement en réinvestissant, par exemple, des logements vacants. Donc voilà, donc si ces aspects vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir le site Transition 2050. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ces scénarios, et puis aussi les utiliser, jouer avec les facteurs, n'hésitez pas à aller voir batimentdemain.fr. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Merci, mesdames.